Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, on va commencer aujourd'hui une série de cours concernant les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Donc, après avoir traité les systèmes à un seul degré de liberté sous plusieurs formes, on va généraliser ça et parler des systèmes à plusieurs degrés de liberté. On va commencer de la même manière, donc d'abord par formuler les équations du mouvement, puis on passera au système euh, libre, après les systèmes forcés, donc pour terminer notre série de cours. Bien sûr, en général, une structure, donc le plus souvent, ce n'est pas un seul système, un seul degré de liberté. C'est très rare de trouver donc dans la réalité des systèmes à un seul degré de liberté. Le plus souvent, donc, on a plus de degrés de liberté dans notre système. Et ça fait un petit peu la réalité pour le calcul dynamique. Un système à plusieurs degrés de liberté est un système dont le mouvement est décrit par plusieurs variables, que ce soit des déplacements ou bien des rotations. Une seule variable n'est pas suffisante pour décrire toute la déformation de la structure si vous êtes à plusieurs degrés de liberté. Et donc, là, ce n'est plus l'affaire d'une seule équation différentielle, mais d'un système d'équations différentielles, donc dont le nombre dépend du nombre de degrés de liberté que vous choisissez. En général, en général, le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de composantes de déplacement requis pour exprimer les forces d'inertie, en général. Mais on va voir qu'on peut généraliser ça. Chaque nœud peut avoir plus de degrés de liberté des choses. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle des systèmes à plus de degrés de liberté, on parle de la notion de nœud. Et on va voir que ce nœud peut posséder une ou plusieurs masses, pas forcément une seule masse, comme on l'a vu dans les systèmes à un seul degré de liberté, mais un nœud peut posséder, par exemple, si je suis dans l'élément poutre-poteau, un nœud c'est 6 degrés de liberté, 3 translations et 3 rotations. Si je suis dans les plaques, le nœud, donc, c'est d'autres degrés de liberté. Mais comme on s'intéresse aux structures, donc, d'une façon générale, au bâtiment, c'est des structures poteau-poutre, un nœud c'est 6 degrés de liberté, 3 translations et 3 rotations. Dans ce cas, donc, on va travailler beaucoup plus avec des structures dont le nombre de composantes va être égal au nombre de nœuds multiplié par 6 degrés de liberté. Donc, quelques exemples. Bien sûr, les plus répandus, ce sont les bâtiments donc, à plusieurs étages. Lorsqu'on a un bâtiment à plusieurs étages, en général, dans chaque étage, on peut avoir, donc, si l'hypothèse que les planchers sont très rigides, donc on peut considérer donc une masse par étage. Ça, c'est vraiment une hypothèse simplificatrice qui va nous prendre peu de degrés de liberté. Et donc, on voit, par exemple, le type de comportement des structures à plusieurs étages. Donc, pour les poutres en masse continue, donc, ou bien en masse concentrée, pardon, on peut prendre plusieurs nœuds. Vous voyez, donc, sur la même poutre, on prend par exemple 6 nœuds, ça nous fera donc, si je suis à ce degré de liberté par nœud, par exemple, si la flexion vraiment, c'est celle-là qui est la dominante, donc on peut parler d'un déplacement vertical qui est dominant pour chaque masse, pour chaque nœud. On aura donc, par exemple, 4 degrés de liberté pour cette poutre. Donc, bien sûr, plus on va dans l'espace, et plus le nombre de nœuds et de degrés de liberté va augmenter. Et donc, ce qui augmente, bien sûr, le nombre d'équations à résoudre. Donc, on peut prendre les pentes, tous les types de pentes. Donc, par exemple, les pentes à poutre à les pentes à poutre en I, les pentes en trier. Tout ça, c'est un ensemble de degrés de liberté donc, qui va être pris en considération dans la modélisation. Le plus souvent, donc, bien sûr, les structures sont considérées comme des structures tridimensionnelles. Et là, on ne prend plus d'hypothèses donc simplificatrices. On prend le comportement de ces structures en 3D et on essaie de la modéliser. Ça va nous donner une structure de type pan, ou bien une structure à
de bâtiments à plusieurs étages. Donc, c'est des milliers de composantes que vous allez utiliser, des milliers de valeurs que vous allez utiliser, c'est-à-dire des milliers d'équations que vous allez résoudre. Donc, vous devriez passer par des logiciels comme le SAP ou bien ANSYS ou bien autre type de logiciel qui calcule dynamiquement les structures de degrés de liberté, grand nombre de degrés de liberté. Voilà, des modélisations, par exemple, par des modèles, par des logiciels existants. Donc, on va modéliser une structure de ce type et elle va nous donner donc un type de comportement. On voit bien qu'il s'agit donc d'une flexion en mode flexionnel supérieur. Vous voyez donc ce type de structure qui a tendance à tourner autour d'un axe. C'est ce qu'on appelle le mode torsionnel. Donc là, on passe vraiment au calcul, si vous voulez, le grand calcul des dynamiques des structures réelles, en passant par des modélisations 3D, ou si je prends un seul nœud, c'est-à-dire un seul nœud de cette structure, si je prends ce nœud-là, il va avoir 6 degrés de liberté, 3 translations et 3 rotations. Donc si vous multipliez par le nombre de nœuds, vous allez trouver la taille des matrices que vous allez traiter et la taille et le nombre d'équations de mouvements que vous allez résoudre. Donc, c'est pour ça qu'on passe par les logiciels et on essaie de résoudre ça donc, de façon numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Du réel vers le modèle numérique. Donc, vous voyez qu'on passe vraiment du réel vers des modèles donc, numériques pour pouvoir calculer des résultats et déterminer des résultats. Donc, ça, c'est un tablier de pont, par exemple, qui est modélisé avec des éléments plaques et qu'on essaie de voir un petit peu son comportement dynamique. Donc, pour comprendre un petit peu les équations du mouvement, on va prendre deux exemples introductifs et on va essayer de comprendre d'où viennent les équations du mouvement. Donc, on va prendre un système à 2 degrés de liberté non amorti et un système à 3 degrés de liberté amorti. Donc, le premier système, c'est un système à 2 degrés de liberté. Donc, de la même manière qu'on les systèmes à 1 seul degré de liberté concernant les portiques, donc à une seule travée ou bien plusieurs travées, on va voir que les hypothèses sont toujours respectées, doivent être respectées. Donc, poutre très rigide. La masse totale est concentrée au niveau d'un étage, donc d'un plancher. Les poteaux, c'est toujours des masses négligeables par rapport à la masse du plancher et ils ne se déforment pas. Donc c'est pour ça que le plancher va beaucoup plus être poussé de façon horizontale sans subir de déformation donc, du plancher. Là, c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du plancher rigide. Et donc, dans ce cas, seuls les déplacements donc, dans ce sens U1 et dans ce sens U2, des masses M1 et des masses M2 qui nous intéressent. Bien sûr, masse M1 et masse M2, ça va nous donner un degré de liberté 1 ici et un degré de liberté ici 2, avec donc des rigidités qui est égale à la somme des rigidités puisqu'ils sont parallèles. Ça, c'est K1 et ça, c'est K2. Donc ça, c'est une modélisation d'un système à 2 degrés de liberté où seul le déplacement horizontal des masses nous intéresse. Donc j'ai dit, si on va vers le cas le plus général, cette masse doit avoir 3 rotations et 3 déplacements. Donc 3 déplacements dans ce sens, dans les 3 axes, et 3 rotations donc dans ces axes. Ça, c'est le réel. Maintenant, puisqu'on est passé par ces hypothèses-là, on néglige les 5 autres et on garde que ce déplacement-là, donc qui est le déplacement horizontal. Donc, vous voyez que au lieu, si je suis dans un cas vraiment réel, ça c'est 6, ça c'est 6, c'est 12. Au lieu de travailler avec 12, je vais travailler uniquement avec 2. Et si on va encore vers le réel, ça c'est 6, ce point c'est 6, ce point c'est 6, ce point c'est 6, ce point c'est 6, ça nous fait 24 quand même variables, donc 24 équations à résoudre. Donc, vous voyez que par la simple vérification de ces hypothèses, on passe de 24 jusqu'à deux équations. Donc, si je prends mes deux modèles, donc j'aurai deux masses, une masse ici et une masse ici. La première masse, donc si je reviens à mon système, la première masse est liée à la résistance K2 et K en même temps, alors que la deuxième masse est liée uniquement à la résistance K2. Donc, c'est pour ça qu'on trouve ici K1 d'un côté, ici K2 d'un côté, alors que la deuxième masse, on trouve que K2. La première est soumise à une force d'excitation P1, la deuxième est soumise à une force d'excitation P2. Le déplacement de la première est défini par rapport à sa position d'équilibre, U1, et la deuxième est définie par rapport à sa position d'équilibre, U2. Donc, en faisant un équilibre des forces, vous voyez que la masse M1
est soumise à FK1 de ce côté-là, elle est soumise à FK2 de l'autre côté-là, elle est soumise à P1 de T de ce côté-là, et bien sûr avec N, ainsi de égal à 1. Alors que la masse M2, vous voyez, donc c'est d'un côté c'est K2, de l'autre côté c'est P2, et bien sûr on a une force d'inertie. Donc on applique la deuxième loi de Newton pour la première masse et pour la deuxième masse. Donc chaque, normalement, degré de liberté doit avoir une équation. Et donc on applique la deuxième loi de Newton pour chaque degré de liberté. Donc on trouvera M1 U seconde 1 est égal à P1 de T moins FK1 et FK2. Ça, c'est des indices, pardon, donc ce n'est pas des produits. Donc, je m'excuse, c'est F, indice K1, et c'est F, indice K2, ce n'est pas un produit, c'est celui-là, donc il est repris ici, et celui-là qui est repris ici. Donc, ce n'est pas des produits avec une légité. Je m'excuse. La même chose, donc ici. Donc, je retrouve M2 U seconde 2 qui est égal à P2 moins FK2. Donc, les forces élastiques sont proportionnelles aux extensions des ressorts, à ne pas confondre au déplacement. Donc, c'est la force élastique, elle est beaucoup plus reliée à une extension. Donc, il faut faire attention à ce que des fois, elle s'allonge d'un côté et elle se retranche de l'autre côté. Elle diminue de l'autre côté. Donc, ce n'est pas un déplacement, c'est beaucoup plus donc une variation de déplacement qui nous intéresse dans le cadre élastique. Donc, par exemple, si je prends le ressort 1, il va se retrouver proportionnel donc à E1. Et ici, E1, c'est le déplacement E1. C'est uniquement le déplacement E1. Alors que le ressort U2, par exemple, le ressort K2, par exemple, il est dû à U2 et dû à U1. D'un côté, donc, il s'étire de U2 et de l'autre côté, donc, il est comprimé de U1. Là, donc, c'est K2, U2. Donc, on aura finalement la première force due au ressort 1, c'est K1, U1, et la deuxième force due au ressort 2, c'est K2 fois cette expression-là, U2 moins U1. Donc, si je remplace, j'obtiens l'équation de la première masse, c'est-à-dire du premier degré de liberté, et l'équation du deuxième degré de liberté. Notez que dans la première équation, vous allez voir que vous allez trouver un U1 et U2. Donc, l'équation, quand même, il y a un couplage entre U1 et U2. Dans la deuxième équation, la même chose, vous avez un U1 et U2, ce qui veut dire que dans l'équation 2, vous avez aussi un couplage entre U1 et U2. Donc, si j'écris ça sous une autre forme, on va récapituler donc ceci et on l'écrit souvent sous forme matricielle. Donc, la matrice, ce qu'on appelle la matrice masse M1, M2, la vecteur accélération U seconde 1, U seconde 2, la matrice rigidité K et la vecteur déplacement U qui est égal au vecteur force. Donc ça, c'est une matrice qui est de 2 par 2, D c'est le nombre de degrés de liberté donc, de votre structure qui est égal à 2. Ça, c'est un vecteur de 2 par 1. La K, matrice de rigidité, c'est 2 par 2 et le déplacement 2 par 1. Puis la force, c'est 2 par 1. Donc ça, c'est P1 de T, P de T. Ça peut être un 0 quelque part, donc on n'est pas obligé de charger tous les degrés de liberté. D'accord? Donc ça, c'est la formulation matricielle de votre équation de mouvement des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Donc, le deuxième type d'exemple, c'est un système à 3 degrés de liberté amorti. Donc, on ajoute l'amortissement. De la même manière, donc, il faut respecter les hypothèses donc, de simplification pour passer d'un système de vraiment de, si je prends ici, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6 nœuds. 6 nœuds, chaque nœud c'est 6, donc c'est 36 variables. Je passe de 36 variables à uniquement 3 variables par ces hypothèses-là. Et on voit donc que chaque masse est définie par un déplacement U1, U2, U3. Donc, j'aurai une rigidité ici, une rigidité ici, une rigidité ici, avec des amortissements C1, C2, C3. Donc, de la même manière, vous voyez que M1 est lié à K1 et K2, M2 est lié à K2 et K3, alors que M3 est lié à K3. M1 est lié à C1 et C2, M2 est lié à C2 et C3, et M3 est lié uniquement à C3. Donc, avec ça, on a changé un petit peu l'excitation pour ne pas parler de PDT, parler de U seconde GDT, façon donc de varier un petit peu l'effet de l'excitation. Donc là, vous voyez que je prends chaque système tout seul, chaque degré de liberté pardon tout seul, et j'essaie de lui appliquer ces forces pour définir un équilibre. Là, vous voyez que M1, c'est entre K1 et K2, donc d'un côté j'ai un K1, de l'autre côté j'ai un K2. D'un côté j'ai un C1, de l'autre côté j'ai un C2. Pour M2, d'un côté j'ai un K1, donc si je prends M2,
D'un côté, j'ai K2, de l'autre côté, c'est K3. D'un côté, C2, de l'autre côté, c'est C3. Donc, je retrouve ces composantes de force de part et d'autre du degré de liberté. La même chose pour M3. Donc, j'aurai d'un côté un K3 et en même temps C3 avec une force d'inertie à chaque fois due à la masse. Donc, comme je suis dans une excitation du support, donc j'utilise le déplacement relatif et le déplacement, la notion du déplacement relatif et du déplacement donc absolu, en passant par ces égalités, donc, où U total, c'est UG plus U1. U1, U2, U3 sont les déplacements relatifs des masses M1, M2 et M3 par rapport au support, donc c'est des repères locaux, alors que U total 1, U total 2, U total 3 sont les déplacements absolus des masses M1 et M2, M3 par rapport au global. UG, c'est le déplacement du support par rapport au global. Il y a une seule valeur, donc UG, donc il va affecter le système. Donc, avec cette représentation vectorielle, on peut définir donc par la deuxième loi de Newton l'équilibre donc, qui se trace comme ce type-là. Donc, les forces élastiques maintenant, de la même manière, sont proportionnelles aux extensions. Et de la même manière, on va voir que les forces d'amortissement, ils sont proportionnelles aux vitesses, c'est-à-dire à différentes vitesses. Donc, faites attention au choix du repère. Il est généralement préférable d'exprimer l'équation du mouvement dans le repère relatif. C'est-à-dire, c'est celui-là, donc de préférence, on travaille avec les U1, U2, U3, au lieu de travailler avec U total d'une façon générale. Donc là, la même chose, donc j'aurai K1 qui est lié à l'extension U1, donc qui est égal à U total 1 moins UG qui est U1. K2, elle est liée à U2 en même temps entre 2 et 1, donc c'est la différence. Et K3, c'est E3 en même temps à U3 et U2. Il suffit de remplacer dans l'expression de la force et vous aurez les trois forces élastiques, FK1, FK2, FK. De la même manière, donc, quand on travaille avec la force élastique, on travaille avec la force d'amortissement, mais au lieu d'utiliser des déplacements, on utilise des vitesses. Et là, donc, le FC1 est lié à E.1 qui est U.1. Le FC2 qui est lié à E.2, c'est une différence entre U.2 et U.1. Et le FC3 est lié donc à E.3 il y a U.3 en moins et U.2. Donc, de la même manière, on obtient les forces d'amortissement au niveau des degrés de liberté 1, 2 et 3. Là, donc, à partir de ça, donc, je reprends ça dans les équations du mouvement, dans les équations d'équilibre, pardon. On obtient la première équation d'équilibre, la deuxième équation d'équilibre et la troisième équation d'équilibre. En remplaçant donc les forces élastiques, les forces d'inertie et les forces d'amortissement. Donc là, de la même manière, vous voyez que les déplacements sont couplés et les vitesses sont couplées. Donc il y a une interaction entre les déplacements et les vitesses. Bien sûr, ce terme, c'est juste parce que P de T maintenant, c'est une accélération du support. Donc de la même manière, on peut écrire sous forme matricielle et on retrouve ces trois équations sous forme matricielle. On aura donc une matrice masse, un vecteur accélération, une matrice amortissement, un vecteur vitesse, une matrice rigidité, un vecteur déplacement qui est égal à la masse multipliée par le U seconde J. Donc là, c'est le modèle mathématique à 3 degrés de liberté. Alors, quelle est l'équation du mouvement? Donc, si on prend les deux exemples, on voit bien qu'il s'agit d'une équation de ce type. Donc, masse masse en tant que matrice par vecteur d'accélération plus C en tant que matrice par vecteur de déplacement plus la matrice de rigidité multipliée par le déplacement, ça c'est la vitesse, pardon, plus la matrice de rigidité multipliée par le déplacement qui est égale au vecteur P de T. Donc, les tailles de ces vecteurs et matrices, bien sûr, sont exactement égales au nombre de degrés de liberté totale que vous avez considéré dans votre structure. Donc là, on ne va pas tremballer maintenant, à partir de maintenant, on ne va pas tremballer les crochets et les accolades, donc on va juste écrire en majuscule et dire que c'est des matrices et des vecteurs. Dans le cas d'une accélération du support, donc au lieu de P de T, j'ai dit, il faut prendre ici moins 1 U seconde G. On va voir qu'on peut écrire ça sous une autre forme, donc en tenant compte, surtout si U seconde G est la même partout. Donc de la même manière, on simplifie l'écriture et on élimine les crochets et les accolades. Voilà, donc maintenant, vous voyez que si vous voulez résoudre ce problème-là, P de T est connu, il suffit donc d'exprimer M, C et K
et vous pouvez résoudre le système par la suite. Donc, le but, d'avoir développé ces matrices-là d'une structure quelconque et puis essayer de le résoudre par la suite. C'est pour ça qu'on va donner un point, une partie importante, un paragraphe important pour le développement de ces matrices MC et K. Donc, commençons par la force, la rigidité dans K. Normalement, donc, ces rigidités expriment une force élastique. D'accord? Et puis, donc, en général, chaque terme de l'équation représente une force, en général. Et chaque force peut être exprimée par des coefficients d'influence. Vous voyez que je peux écrire à une, à une ligne quelconque, donc à une valeur de ligne quelconque, que FK1 c'est égal à K11 fois U1 plus K12 fois U2 plus KI fois UI et ainsi de suite, plus K11 fois UN. Donc c'est une combinaison de coefficients d'influence. Et à partir de ça, donc, on va donner la définition exacte d'un coefficient de rigidité KIJ. On dit que KIJ est une force en I due à un déplacement unitaire en J lorsque tous les autres déplacements sont nuls. D'accord? Pour retenir ça, donc c'est une force due à un déplacement unitaire. C'est simple. Vous écrivez que F est égal à K fois X, la fameuse équation du ressort, ça, tout le monde la connaît. Si je pose X est égal à 1 ici, d'accord, un déplacement unitaire, la force devient une rigidité, et vous voyez que pour un déplacement unitaire, donc la rigidité et la force sont confondues, c'est pour ça qu'on dit que, en général, la rigidité est une force par unité de déplacement. Donc là, comme on est en général, parce que les degrés de liberté sont vraiment couplés entre eux et il y a une interaction entre les degrés de liberté, on dit que c'est une force en I due à un déplacement unitaire en J, lorsque tous les autres déplacements sont. Donc, de la même manière, je peux exprimer la matrice d'amortissement par rapport à la vitesse, c'est CU point. Donc là, de la même manière, je peux exprimer FC1 par exemple, c'est C11 plus multiplié par U.1 plus C12 multiplié par U.2, etc. plus C1 multiplié par U.I plus C11 multiplié par U.1 pour une valeur d'amortissement. Et donc, de la même manière, on peut définir la définition exacte d'un coefficient d'amortissement. Donc, c'est une force d'amortissement en I due à une vitesse unitaire en J lorsque toutes les autres vitesses sont nues. Donc, de la même manière, je peux écrire FA, si vous voulez retenir ça, c'est égal à C fois X point, ça c'est classique pour 1 degré de liberté. Donc, si je pose une vitesse est égale à 1, ça, le C devient une force. Et là, donc, l'amortissement, c'est une force d'amortissement par une vitesse initiale. Donc, et enfin, la force d'inertie, elle est proportionnelle à l'accélération de la même manière. Donc, je peux calculer n'importe quelle force d'inertie par la combinaison de toutes les accélérations. Et là, donc, on définit exactement ce que c'est une masse. Ça, c'est très important parce qu'on a tendance à oublier ce que c'est une masse. C'est une force d'inertie en I due à une accélération unitaire en J lorsque toutes les autres accélérations sont nulles. Donc, de la même manière, je peux prendre I est égal à M fois X secondes. Donc, ça, c'est... Si je prends X secondes est égal à 1, ça veut dire que la masse devient une force d'inertie. Donc, qu'est-ce que c'est une masse? Une masse, c'est une force d'inertie due à une accélération unitaire. Et de là, donc, ça, c'est la définition exacte. Et c'est pour ça que dans le système international, l'unité de la masse, ce n'est pas le kilogramme. Tout le monde pense que c'est le kilogramme, alors que ce n'est pas le kilogramme, l'unité dans le système international. Le système international, les unités qu'on utilise, c'est le newton-mètre et seconde. Donc là, la masse, c'est une force d'inertie sur une accélération. Ça veut dire que vous aurez M qui est égal à une force d'inertie sur une accélération, X secondes. Donc, ça sera des newtons sur des mètres seconde carré. Donc, ça sera des newtons multipliés par seconde carré sur le mètre. Ça, c'est l'unité de la masse, qui équivaut, bien sûr, elle est égale au kilogramme, donc par similitude. Donc, comment développer ces matrices en général, de façon générale? Donc, si je prends la matrice de rigidité K, on peut la développer de deux façons, directement par la rigidité ou bien par la flexibilité, sachant que K, c'est égal à 1 sur F
d'accord? Si c'est en matrice, K est égal à F moins 1, donc, ou bien F est égal à, en matrice, hein, est égal à K moins 1. Donc, l'inverse d'une rigidité, c'est une flexibilité, et l'inverse d'une flexibilité, c'est une rigidité. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la rigidité, c'est une force due à un déplacement unitaire. Maintenant, la flexibilité, c'est l'inverse. L'inverse, c'est un déplacement dû à une force unitaire. Donc, c'est deux choses qui s'inversent. Donc, je peux calculer là, ici, par la rigidité. Donc, je rappelle que c'est une force due à un déplacement unitaire. Cette force, donc, lorsque tous les autres déplacements sont nuls, c'est pour ça que la courbe de la déformée passe de 0 pour M2 et M3. Donc, si j'utilise ici un déplacement unitaire en 1, je peux calculer K11, K21 et K31. Donc, K11, c'est la force en I due à un déplacement unitaire en J. 1. K21, c'est la force en I, c'est 2, due à une force unitaire en J. K31, c'est la force en 3, due à un déplacement unitaire en 1. Donc, ça, c'est la force en 3, due à un déplacement unitaire en 1. De la même chose, donc j'exprime ici un déplacement unitaire, je peux calculer la force ici et la force ici, due à ce déplacement unitaire. Donc K12, c'est la force en 1, parce que je suis ici, due à un déplacement unitaire en 2. K32, c'est la force en 3, due à un déplacement unitaire en 2. Et enfin, K22, c'est la force en 2, due à un déplacement unitaire en 2. De la même manière, donc, on peut retrouver K13, K23 et K3. Par contre, si je passe par la flexibilité, donc, c'est un déplacement dû à une force unitaire. Et là, donc, si j'applique une force unitaire ici, j'aurai déplacement ici, déplacement ici, déplacement ici à calculer. Donc, c'est une force un déplacement en I dû à une force unitaire en J. Comme la force unitaire est en 1, donc le deuxième indice ne change pas, seul le premier indice, là où je calcule le déplacement, donc change. Donc, j'applique ici la même chose. J'obtiens les déplacements F12, F22, F32. Et enfin, j'applique une force F13, F23 et F3. Il faut dire qu'en tant qu'ingénieur, on est plus à l'aise par le calcul de déplacement que par le calcul des forces. Donc, il y a beaucoup de méthodes qui vous permettent de calculer un déplacement au lieu de calculer une force. C'est pour ça, le plus souvent, donc, on passe par la flexibilité, on l'inverse et on obtient la rigidité. C'est plus pratique. Donc, si la même chose pour une structure donc en poteau, donc de la même manière, on applique des déplacements unitaires et on calcule donc les forces dues à ces déplacements unitaires. On change donc à chaque fois le déplacement unitaire. Des fois c'est en 1, des fois c'est en 2, des fois c'est en 3. Donc on obtient la matrice de rigidité. Et la même chose si on veut par la flexibilité. Donc on applique ici une force 1 et on calcule les déplacements. On applique ici une force unitaire et on calcule les déplacements. Et enfin on applique une force ici unitaire et on calcule les déplacements par la flexibilité. Donc ça, c'est pour la matrice de rigidité. On peut faire un exemple. Donc, on a un système à 2 degrés de liberté, c'est une console, L sur 2, S sur 2, de masse M1 et de masse M2. On passe par la flexibilité pour en inverse. J'ai dit la flexibilité, c'est le calcul d'un déplacement dû à une force unitaire. Donc là, ça me donne, j'applique une force unitaire ici, et puis j'applique une force unitaire ici pour calculer les flexibilités. Donc maintenant, un déplacement peut être calculé par n'importe quelle méthode. Les plus simples sont la multiplication des diagrammes, ce qu'on appelle la méthode de la multiplication des diagrammes, ou bien la méthode de Vereshchagin, qui dit que le déplacement est égal à 1 sur EI multiplié par l'intégrale du diagramme des moments dû à la force P quelconque et diagramme des moments dû à une force unitaire. Donc, si vous faites un calcul de ça, vous revenez un petit peu à la lien classique, vous allez voir que ça c'est équivalent à 1 sur EI multiplié par Y, G fois A. Donc ça c'est un indice, c'est Y, indice J, multiplié par la section donc grande. Pour pouvoir utiliser la méthode de Vereshchagin, la condition sine qua non, c'est que un des diagrammes doit être linéaire. Donc, ça c'est la lien classique. Donc, si je veux maintenant calculer F11, F11, c'est le déplacement en 1 dû à une force unitaire en 1. F22, c'est le déplacement en 2 dû à une force unitaire en 2. F12, c'est le déplacement en 1 dû à une force unitaire en 2. Et F21, c'est le déplacement en 2 dû à une force unitaire en 1. Donc ça, F11, c'est diagramme 1 par diagramme 1. Si je vais revenir à mes diagrammes, donc ça, c'est le diagramme 1, c'est là, ici. Et ça, c'est le diagramme 2, si vous voulez,
là où j'applique la force unitaire. Donc, F11, c'est le diagramme 1 par lui-même, F22, c'est le diagramme 2 par lui-même, F12, c'est le diagramme 1 par le diagramme 2, et F21, c'est le diagramme 2 par le diagramme 1. D'accord? Donc là, vous faites la multiplication des diagrammes, c'est bien expliqué ici, sachant que YG, c'est l'ordonnée. C'est l'ordonnée du centre de gravité de grand M sur le diagramme petit m à chaque fois. Donc là, il faut faire attention que ces produits-là. Donc si je multiplie ça par lui-même, je vais retrouver L3 sur 24EI en flexibilité. Et là, si je multiplie par lui-même, F de 2, il va me donner L3 sur 3EI. Par contre, F de 1, donc, soit vous multipliez donc ceci par ceci, ou bien ceci par ceci. Donc, c'est la même chose. C'est soit celui-là, c'est grand M, et celui-là de petit m, c'est Fn2, soit c'est celui-là, grand M, celui-là, petit m, c'est F de 1. Normalement, on devra trouver la même valeur parce qu'il y a une symétricité de la matrice de flexibilité. Et dans ce cas, donc, il faut faire attention. Soit vous multipliez donc, là, si je multiplie ce diagramme avec ce diagramme, ça va être donc ces deux diagrammes, tout seul. Donc celui-là avec 0, plus celui-là avec celui-là. Il faut faire attention donc à cette multiplication des diagrammes. Et là, c'est très important donc, pour ces multiplications. Dans ce cas, donc, vous pouvez, si vous ne connaissez pas un petit peu ce qui se passe dans un trapèze, vous pouvez simplifier le trapèze en carré et triangle, donc, et chercher le YG de chaque partie de votre... ça, c'est la section A, si vous voulez, qui nous intéresse. Donc, soit vous prenez le trapèze, soit vous prenez un rectangle plus un triangle, et vous aurez deux YG ici, donc, à définir dans ce triangle. Donc là, on trouve 5L3 sur 48EI, c'est le même, donc, si je prends l'inverse des diagrammes. On obtient donc une matrice de flexibilité de ce type qui est égale à, donc là, c'est la flexibilité 1, 1, 1, 2, 2, 1 et 2, 2. Donc, et bien sûr, si j'inverse ceci, je trouve la matrice de rigidité. Donc, c'est une matrice 2 par 2, je l'inverse, on obtient la matrice de rigidité. Donc, je vous donne, si vous voulez, une petite idée. Ça peut vous aider pour définir une matrice de rigidité d'un système à plusieurs degrés de liberté lorsqu'il s'agit d'un seul degré de liberté par nœud. Là, c'est à peu près l'idée de ce qu'on appelle l'assemblage en éléments finis des degrés de liberté. Donc, surtout lorsqu'il s'agit d'un degré de liberté par nœud, donc vous voyez que je prends un élément, donc, si vous voulez, à deux nœuds, et je dis, donc, cet élément, c'est I et J, quel que soit I et J. Donc, sa matrice de rigidité de l'élément lui-même, c'est de ce type KI, moins KI, moins KI et KI. D'accord? Qui est défini entre le nœud I et J, donc origine, extrémité. Et donc, si j'ai 3 degrés de liberté, je vais créer une matrice de, par exemple, si j'ai 4 nœuds, parce que celui-là, même celui-là, c'est un nœud, on va voir qu'on peut l'éliminer par la suite par les conditions limites. Donc, si j'ai 4 nœuds de ce type, je vais créer une matrice de 4 et je vais essayer de positionner chaque élément avec ses rigidités selon I et J. Par exemple, si je suis au premier élément, il est défini entre 0 et 1, donc je le mets en bleu entre 0 et 1. Le deuxième élément, il est entre 1 et 2, donc il est en rouge entre 1 et 2. Ça correspond à 1 et ça correspond à 2. Ça correspond à 1 et ça correspond à 2. Ça, c'est le rouge. Par contre, si l'élément 3 est compris entre le nœud 2 et le nœud 3, donc ça sera le vert entre 2 et 3. Donc, vous voyez, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 2 et ça c'est 3. D'accord? Donc, voilà comment construire une matrice. C'est ce qu'on appelle l'assemblage. Ça peut vous aider par la suite lorsque vous travaillez avec les éléments finis. Et maintenant, au lieu de travailler avec une valeur, vous avez travaillé avec des sous-matrices que vous allez les assembler. Maintenant, le nœud 0, il n'y a pas de déplacement, donc c'est une condition limite. Je n'ai plus besoin, donc j'enlève la ligne et la colonne correspondante et je garde donc, si vous voulez, ce qui reste, c'est la matrice assemblée de votre système à 3 degrés de liberté. Vous pouvez la comparer avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Voilà. Donc, quelques propriétés des matrices. En général, surtout de la matrice de rigidité qui est intéressante parce qu'elle a une influence sur le développement numérique et informatique par la suite. Elle est toujours symétrique. Ça, c'est le théorème de réciprocité de Betti. Donc, pour
I différent de J, K et J est égal à KJI, c'est-à-dire K transpose est égal à K. Elle est toujours définie positive, c'est-à-dire on peut toujours l'inverser. L'inverse d'une rigidité, c'est une flexibilité. Donc, K-1 existe. Elle est bondée. Si elle est bien numérotée, vous allez, si vous voulez, concentrer tous les termes suivant une bande. Donc, euh, par exemple, ici, une bande tridiagonale pour les poutres à droite ou bien pour les structures à plusieurs niveaux. Et tout ce qui reste à zéro, donc vous avez deviné donc, que lors d'un traitement numérique ou informatique, on n'a pas besoin de stocker tout ça. On n'a pas besoin de stocker la symétrie et on va gagner beaucoup d'espace lorsqu'on stocke uniquement une partie de la matrice de rigidité. Pour la matrice masse, si vous vous rappelez, pardon, la matrice amortissement, si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est la matrice la plus complexe en général. Il n'y a pas de modèle vraiment très puissant pour le dire que c'est général, mais en général, la matrice d'amortissement est définie par des mesures. Par contre, donc, des fois, donc, les modèles qui sont les plus utilisés numériquement, c'est les modèles qui sont basés sur une combinaison de la masse et de la rigidité. Donc, généralement, il suffit de déterminer AI et voir cette combinaison. Si euh, le AI c'est un multiplicateur et Q c'est un nombre arbitraire qui est inférieur au nombre de degrés de liberté total. Les AI sont généralement exprimés à partir des modes propres par ceci. Donc, il suffit de connaître le mode propre pour que je puisse connaître le C par combinaison de M et Q. Donc, si maintenant Q est égal à 1, on prend les valeurs ici, I de 0 à 1, c'est-à-dire on a deux valeurs, I est égal à 0, puis I est égal à 1, et on aura donc ce qu'on appelle le modèle de Rayleigh, qui est le plus utilisé. C'est une combinaison entre la masse et la rigidité par des coefficients A1 et A2, qui sont définis par les coefficients d'amortissement XJ. Donc, il faut vraiment connaître deux valeurs de XJ pour que je puisse calculer A0 et A1 et l'introduire ici et déterminer la matrice d'amortissement. D'accord? Donc, si j'ai ces deux valeurs qui sont connues, si 1 correspond à oméga 1 et si 2 correspond à oméga 2, donc je peux calculer A0 et A1 et je peux les exprimer ici comme combinaison de la masse et de la rigidité. Comme ça, donc, si la masse est diagonale, bon, on va voir tout à l'heure que la matrice d'amortissement a les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés que la matrice de rigidité, entre autres, donc symétrique, bondée, et ainsi de suite. Ça, c'est juste quelques valeurs de pratique du coefficient C. Donc, par exemple, portique en béton armé, c'est entre 2 et 15%. Les ponts métalliques, c'est entre 2 et 10%. Les stocks de fondation, 5 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les valeurs usuelles d'oxy en génie civil. Enfin, donc, la matrice masse, deux possibilités de la construire, soit par concentration, soit par masse cohérente. La plus utilisée et la plus simple, c'est la masse par concentration. Il suffit donc de répartir une partie donc, des masses sur un degré de liberté. Donc ça, c'est, je vais le faire sur le degré de liberté 2 et ça, je vais le faire sur le degré de liberté 1. Donc si j'ai une masse linéique par unité de longueur, vous voyez que M1, c'est la moitié de N1 multiplié par la masse par unité de longueur. Et M2, c'est la moitié de L2 plus la moitié de L1 multiplié par les masses linéaires. Voilà, c'est le principe, si vous voulez, ce que vous utilisez dans la descente des charges lorsque vous travaillez sur les planchers avec les poutres et les poutrelles. La masse est constante en nœud. L'inertie, l'effet d'inertie associé aux translations verticales et horizontales sont considérés. L'effet d'inertie associé aux rotations est négligé. Donc, on obtient une matrice diagonale à chaque fois qu'on a le principe de concentration de la masse, donc M1 et M2. Donc, maintenant, si la masse elle n'est pas forcément linéaire, donc on peut utiliser, soit elle est triangulaire par exemple, donc la même chose, on peut la répartir sur 1 et 2, soit elle est générale, on peut la répartir sur 1 et 2 avec des intégrales de ce type. D'accord? Donc là, c'est juste pour dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir à chaque fois donc, une masse par unité de longueur de ce type, donc de ce type sur une droite ou un rectangle. La deuxième possibilité, c'est qu'on utilise une masse cohérente et là, on tient compte de l'interaction entre les degrés de liberté. Donc, ce n'est plus une masse diagonale, mais je peux définir donc une masse due. On a dit la masse, c'est quoi? C'est une force d'inertie en I due à une accélération unitaire en J. Et là, donc, les MIJ se calculent à partir
équations, des fonctions psi i de x et psi g de x, qui sont des coordonnées donc continues et dont on peut les déterminer par la courbe de Deflect. Là, je vous invite à voir par exemple les références qui traitent un petit peu la méthode Zélimukini, où on traite l'interaction et le couplage entre les masses. La même chose, donc les mêmes propriétés que les matrices K ici. Mais en général, en dynamique de structure, on utilise souvent les masses à caractère diagonal. Ça peut donc favoriser un stockage d'éléments très important et on peut gagner beaucoup d'espace dans une résolution informatique. Et la précision n'est pas aussi, n'est pas aussi perdue. On restera donc à une bonne précision acceptable. Voilà, donc je vous remercie de cette introduction concernant l'équation du mouvement des systèmes à plusieurs degrés de liberté. La prochaine fois, donc, on verra la première partie donc, concernant les mouvements librement petits des systèmes à plusieurs degrés de liberté pour parler de la détermination des caractéristiques propres d'un système à plusieurs degrés de liberté. Je vous remercie.